Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web sur Over the Wire. Ici, nous allons résoudre le level 27. La première chose à faire, c'est d'accéder au laboratoire. Donc, on sélectionne le lien, on fait un clic droit et on fait Open Link in New Tab ou ouvrir un lien dans un nouvel onglet. Ici, ça nous demande l'identifiant. Donc, pour l'utilisateur, on met Natas27 ainsi que le mot de passe qu'on a récupéré sur la session précédente. Copier. On confirme, on sauvegarde pas. Alors, ici, nous avons des entrées qui nous demandent des identifiants, donc un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe. Par exemple, si on met un utilisateur connu, on va mettre Natas 27, on met le mot de passe par exemple 1, 2, 3, 4, ça nous dit que le mot de passe est pas bon. Regardons le code source, donc faisons clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet, donc Open Link in New Table. Voyons que le code source contient. Donc en premier lieu, on a des commentaires. Donc quelque chose qui est très intéressant, qui nous dit que la database s'efface toutes les 5 minutes. En fait, en cas de bêtises, on attend 5 minutes et ça efface ceci. Donc regardons comment il fonctionne les fonctions. On a une fonction qui vérifie les identifiants. Donc elle a un lien, un paramètre, l'utilisateur et le mot de passe. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle escape, donc dire elle efface ou elle modifie les caractères interdits pour pas qu'ils soient pris en compte par mon injection SQL de l'utilisateur et du lien. Donc ça, elle le fait pour la variable utilisateur. Elle fait la même chose pour le mot de passe. Donc là, on voit qu'il y a bien une protection contre les injections. C'est intéressant. Donc on ne pourra pas faire une injection standard. Après, elle fait une requête. Donc en mettant le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Si on a une réponse positive, donc s'il y a quelque chose dans la qui existe, alors elle retourne vrai, sinon elle retourne faux. Parce que ça peut arriver que par exemple le nom d'utilisateur et le mot de passe soit pas bon. Donc ça peut arriver. Donc là, si le mot de passe est bon, si le mot de passe est faux, false. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. On a une fonction qui valide l'utilisateur. Donc elle prend en paramètre le lien et l'utilisateur. Donc on a l'utilisateur, on a pareil une fonction qui échappe les caractères interdits pour l'utilisateur. Et une fois que ceci est fait, il regarde avec une requête si l'utilisateur existe en faisant avec where et vérifie que l'utilisateur existe dans la base de données. Dedans, il y a une variable de réponse et suivant la variable de réponse, elle va répondre vrai ou faux. Donc par exemple, là, si l'utilisateur n'existe pas, il retourne true. Si l'utilisateur existe plutôt, il retourne true. S'il n'existe pas, il retourne false. On a une fonction qui s'appelle dumpData. C'est en fait qui va nous rechercher les données dans la base de données et sûrement nous les afficher. Donc pareil, ici ça échappe le caractère. Et on a une protection qui est trim, c'est super important. Là il y a des petits détails à pas oublier. Donc regardons comment ça fonctionne. Copier, donc il fait trim sur la variable user. On regarde la documentation de PHP.NET pour voir à quoi ça correspond. Alors, trim supprime les espaces ou d'autres caractères en début et en fin de chaîne. Donc ça, c'est super intéressant, c'est en début et en fin de chaîne. Ça veut dire que si on met des espaces ou d'autres caractères interdits comme c'est mis là, il va nous les effacer. Mais par contre, si on met les caractères interdits et qu'on rajoute une lettre ou n'importe quoi, ils seront plus au début ou en fin de chaîne, ils seront au milieu de chaîne, donc ça ne sera pas effacé. Ça, on peut le vérifier, donc vérifions-le. Donc par exemple, je mets A avec un espace, on fait login, et là, il nous marque go away hacker, donc dégage espèce d'hacker. Donc là, ça veut dire que le trim a fonctionné. Il a enlevé l'espace et la protection qui est activée. Par exemple, si je fais A, espace A, là, l'utilisateur a été créé, car l'espace, le caractère qui devrait être supprimé, n'est pas ni en début de chaîne, ni en fin de chaîne. Même si on, par exemple, met un caractère en début de chaîne, on a aussi le message go away hacker. Donc là, il vérifie ceci. Query. Après, il fait une requête. Donc, il fait une requête où l'utilisateur. Suivant la réponse de query là, si l'utilisateur existe, il continue. S'il n'existe pas, il fait false. Ou si par exemple, on a un espace, normalement il fait false aussi. Donc ça c'est fait ici. Et là, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a un while, une boucle, qui parcourt un base de données et qui affiche la bonne l'utilisateur qui existe ainsi que son mot de passe.
Donc regardons à quoi ça correspond MySQL fetch Asos. Donc en fait là on a une fonction qui s'appelle MySQL résulte fait telle chose. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère la ligne suivante d'un ensemble de résultats sous forme d'un tableau associatif. En fait elle va récupérer le résultat d'un tableau. Et le problème de ça, c'est que, comme c'est dans une boucle while, elle va récupérer le résultat, elle va récupérer le premier résultat. Donc, ça trouve que si on crée un utilisateur, en fait, ce sera le nouveau utilisateur qui sera mis en avant et on pourra récupérer le dernier utilisateur. En fait, ça sera si on met un utilisateur qui a le même nom, ça sera l'utilisateur le plus ancien qui sera lu et non le dernier qui sera créé. Et donc, ça trouve, en créant un doublon d'utilisateur, on aura ce problème de lecture qui va créer une vulnérabilité. En fait, comme la boucle, elle commence de 0, 1, 2, 3, 4, en fait, c'est ce problème de lecture qui peut poser un problème. Donc, elle lit ceci. Tant que le rêve est bon, ça continue. Et après, ça retourne le résultat. Et si quand ce sera faux, ça arrête la boucle. Donc là, on voit déjà un problème. On a une fonction qui crée l'utilisateur. Donc là, il vérifie si l'utilisateur, avec le trim qu'on a expliqué tout à l'heure là, les protections qui nous affichaient tout à l'heure, le message d'erreur avec les caractères interdits, il est ici. Donc là, il vérifie si l'utilisateur réel, le nom d'utilisateur avec les espaces est égal avec une variable utilisateur qui a été sanitarisée, donc où on a enlevé les espaces. Et si c'est différent, ça veut dire qu'il y a eu des changements, dire qu'il y a eu des espaces qui ont été ajoutés ou des caractères qui ont été interdits, donc il retourne go à hacker et retourne false. Donc, il ne crée pas l'utilisateur. Donc, ça empêche la création d'utilisateur avec des caractères soi-disant interdits. Là, sur le mot de passe et le nom d'utilisateur, il échappe le caractère interdit sur une plage de 0 à 64. Et il fait la même chose sur une plage de 0 à 64. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est après 64, il va pas échapper les caractères. Donc, on pourra foutre un espace ou n'importe quoi. Ça va être compté comme caractère non échappé. Et ça permettra peut-être de nous faire une exploitation. En fait, ça nous permettra de faire une exploitation. En fait. Une fois que ceci est fait, il fait une requête. Donc, une faire into, c'est-à-dire qu'il crée l'utilisateur. Donc, il crée l'utilisateur dans la table user avec l'username et le password, les valeurs qui ont été passées. Donc, user et password. Il vérifie si la requête est bien passée. Et là, on a une autre fonction qui s'appelle MySQL affected link supérieur à 1, c'est true, supérieur à false. Donc ça sert à savoir si ça s'est bien passé. Là, on a le corps principal du programme. Donc là, il regarde si on a dans la requête un nom d'utilisateur qui existe ainsi qu'un mot de passe qui existe. Si c'est bon, alors il se connecte à la base de données qui se trouve sur le localhost, donc sur le port local, sur l'adresse IP 127.0.0.1, et il va sélectionner la base de données NATAS27. Là, il va activer la fonction valide user pour voir si l'utilisateur est valide. Et suivant qu'il va retourner true ou false, il va continuer. Là, il va vérifier le mot de passe. Donc, si le couple utilisateur mot de passe existe. S'il existe, il affiche un message de bienvenue avec le nom utilisateur. Et il dit, ici sont vos données. Et une fois qu'il fait vos données, il met les données qui sont récupérées par DumpData dans Data. Et après, il affiche Data forme de HTML, en format HTML. HTML en tutu, c'est ça. Sinon, il y a un problème. Donc, sinon, là, on est sur la même truc que crédential au niveau du truc, des vérifications des identifiants. Donc, sinon, il affiche. On a un mauvais mot de passe pour l'utilisateur. Et il affiche quel utilisateur a le mauvais mot de passe. Donc, ça correspond à la vérification du mot de passe. Là, on retourne là, c'est par rapport à la validité de l'utilisateur. Donc en fait, si l'utilisateur n'existe pas, il va en créer un avec le mot de passe qu'on a mis. Donc ça nous dit que l'utilisateur temps qu'on a mis là existe. Et à la fin, il ferme la base de données. Donc comme on a dit, là, on avait eu deux exploitations faisables. Pour faire cette exploitation, le problème, c'est qu'avec les espaces, ça fonctionne pas. Regardons aussi, qu'on n'a pas regardé, le MySQL Captrine, qui est ici, qui est très intéressant. Alors, protège les caractères spéciaux d'une chaîne pour utiliser une requête SQL en prenant le jeu de caractères courant de la connexion. Donc ça veut dire qu'en fait, il protège contre les injections et des caractères dangereux. Donc sécurité, le jeu de caractères par défaut. Le caractère par défaut est défini soit au niveau serveur, soit au niveau de l'API, avec
SQL7 Charset qui affecte la fonction MySQLCapstream voire section de caractères. Oui, c'est parce qu'en fait, par défaut, il doit pas échapper tous les caractères qui peuvent être injectables. Après, c'est à nous de savoir quel caractère va échapper. Donc ici, il échappe le 0, le /n, le r, et le slash normal, le tiret, comme ça, le double cote, et CTRL, mais il échappe pas l'espace. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur l'ancien exercice, ça fonctionnait pas. Parce que quand on crée le nouveau utilisateur, et qu'on crée le mot de passe, en fait, il crée un base de données, un utilisateur avec les espaces. Donc pour exploiter l'injection, il faut mettre des caractères nuls, et ça, on peut pas directement les copier-coller là-dedans. Donc regardons comment on a fait l'exploitation. Là, on importe la variable des requêtes. Là, c'est l'identifiant, donc variable d'identifiant. Ici, on a l'URL, on se connecte. Ouverture de la session, donc avec une requête sur la session. Et là, on met deux réponses en post. Là, la première, c'est l'injection. Et comment elle fonctionne. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est l'utilisateur NataSuite. Donc, on met l'utilisateur NataSuite. Et là, après, on lui injecte 58 caractères, plus X, plus le mot de passe 12. Pourquoi? Parce qu'il y a une vulnérabilité qui fait que après qu'on ait plus de 64 caractères, les autres caractères sont pas pris en compte dans l'injection SQL. Que si on voit le code source qui est ici, on voit que l'username, là, le password, il faut 64. Donc dès qu'on dépasse les 64 caractères, ça les supprime et ça les prend pas en compte. Donc par exemple, si on met natas 8, on met une longue chaîne avec des caractères nuls. On met un caractère derrière pour pas que ça nous active la protection avec le trim, qui s'affiche Go Away Hacker. En fait, il va prendre natas avec des caractères spéciaux. Et les caractères spéciaux, comme ça avait été dit dedans, ils vont être effacés avec le rôle real escape string et on n'aura plus que NataSuite qui sera mis avec le nouveau mot de passe. C'est la conjoncture de plusieurs problèmes dans le code qui fait que cette injection fonctionne. Une fois que ceci est fait, on refait notre réponse et là, on fait une connexion sur l'utilisateur natas28 avec le nouveau mot de passe. Et pourquoi ça va fonctionner? Parce qu'avec la boucle, la boucle while, il va lire le premier caractère qui a été créé, qui est le vrai utilisateur natas avec son vrai mot de passe. Parce que ça sera l'utilisateur en fait. La première ligne dans le base de données, c'est écrit de façon séquentielle et la première donnée qui est écrite, c'est les données les plus vieilles. On va exécuter le script pour voir si tout ceci fonctionne. On fait Python, on met le nom du fichier, j'ai mis exploit Python, Py, on attend, et là ça nous crache la réponse sous forme HTML. Et à un certain moment dedans, on a le mot de passe, ainsi que le nom d'utilisateur. Donc là, on voit que l'injection a bien fonctionné. Donc, qu'est-ce que ici, ça nous apprend? Ça nous apprend qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Et que plusieurs erreurs dans la conception d'un code, par exemple du code PHP ou d'un autre langage, peut créer une vulnérabilité. Certains problèmes, comme ici on a, par exemple un débordement, plus une mauvaise sanitarisation du code, par exemple, nous a conduit à une divulgation des données. Et en plus, avec le while, le fait de ne pas bien connaître certains fonctionnements d'un langage fait aussi que ça peut créer des graves problèmes. Alors, il y a quelque chose qui est de plus en plus le cas aujourd'hui, mais qui est encore très mal ancré, c'est que normalement un développeur devrait avoir des connaissances assez solides en cybersécurité. Tout simplement parce qu'on a des langages de plus en plus complexes, avec de plus en plus de failles qui sont soi-disant patchées au fur et à mesure, mais suivant les versions, etc. et les fonctionnements des langages de programmation, ça demande un gros effort d'audit de code, etc. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et à vous abonner.